Bonjour. Depuis maintenant 4 ans, la médiathèque de la Porte des Hauts-de-Vosges organise pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans un prix ado. Le principe est simple, les jeunes inscrits ou non à la médiathèque sont invités à lire entre janvier et juin 5 romans publiés dans l'année et que les bibliothécaires ont sélectionnés. Les jeunes se rencontrent ensuite une fois par mois à la médiathèque, les samedis matins, pour échanger leurs points de vue sur la sélection et défendre leur coup de cœur. Cette année, nous avons eu la chance d'être épaulés par Philippe Vallet, qui intervenait dans le cadre du Labo des Histoires et qui a animé à chaque rencontre un atelier d'écriture. Les membres du jury, Jade, Lisa, Cyprien, Gabriel et Noé, ont élu leur coup de cœur en mai et c'est Thomas Lavacherie, auteur du roman Ramulf, qui l'a emporté. Suivi de près par Hashtag Bleu de Florence Hinkel, puis de La pyramide des besoins humains de Caroline Solé. Grâce au partenariat avec Radio Gemozo, nous sommes ravis de pouvoir les interviewer aujourd'hui et discuter avec eux de leurs livres, de leur métier d'écrivain et de leur passion. Aujourd'hui, nous allons interviewer Caroline Solé pour ce roman La pyramide des besoins humains, publié à l'École des loisirs en 2015. Il s'agit d'un premier roman qui a été très remarqué cette année et qui a été sélectionné pour de nombreux prix littéraires. C'est l'histoire de Christopher, 18 ans à peine, qui préfère fuguer plutôt que travailler à l'école, et qui n'en peut plus des coups que lui envoie son père. Un jour, sans prévenir, il part jusqu'à Londres et squatte avec son carton et son duvet à un coin de trottoir. Il a des amis, Jimmy qui a tout perdu et Suzy la prostituée, mais il n'a pas non plus d'espoir. Sur la devanture d'une boutique d'informatique, il remarque une affiche pour un jeu virtuel intitulé « La pyramide des besoins humains ». Inspiré d'une théorie de psychologie développée par Maslow, le jeu propose de rendre compte de la satisfaction, ou non, de ces différents niveaux de besoins. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin de reconnaissance et enfin besoin de réalisation de soi. Sans bien savoir ce qu'il fait, Christopher s'inscrit sous un pseudonyme et devient le candidat numéro 12778. Contre toute attente, le public vote pour lui et Christopher se retrouve en finale. Mais a-t-il envie de révéler au monde son identité ? Un excellent roman qui mélange fugue, télé-réalité et réseaux sociaux. Très sombre sur la misère des rues, mais aussi sur celle des productions télévisuelles. Une lecture glaçante, éprouvante, qui fait réfléchir sur ce monde surmédiatisé et la célébrité. Bonjour Caroline Solé, nous sommes ravis de pouvoir discuter cet après-midi avec vous par téléphone pour parler de votre premier roman, La pyramide des besoins humains. Alors merci de nous accorder un peu de votre temps. Un petit tour de table pour commencer et se présenter. Je commence, je suis Caroline, je travaille à la médiathèque de la Porte des Hauts-de-Vosges et j'organise avec Catherine et Nathalie le prix ado. Bonjour, je m'appelle Lisa et j'ai 17 ans, je suis au lycée. Bonjour, moi je m'appelle Noé et je suis aussi au lycée. Bonjour, moi je m'appelle Jade et je suis bientôt lycéenne. C'est Cyprien, je suis lycéen aussi. Moi c'est Gabriel et je suis aussi lycéen. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis Caroline, donc Solé, l'auteur de La pyramide des besoins humains. Je vais commencer pour les questions. Alors, d'où cette idée vous est-elle venue de construire un roman autour de cette pyramide ? Alors, le point de départ de ce livre, c'est vraiment l'envie de raconter l'histoire d'un adolescent qui vivrait dans la rue de façon très concrète, de voir ce qu'il allait manger, boire, à qui il allait parler. Et dans un deuxième temps, j'ai eu l'idée de cette pyramide, donc d'un jeu où il faudrait prouver qu'on ne manque de rien. Et ça m'intéressait que ce soit un candidat qui a priori manque de tout, puisqu'il vit dans la rue, qui allait devenir le héros de ce jeu. D'accord, merci. Moi je voulais savoir en fait comment est-ce que vous avez, vous décrivez le monde de la rue, des centres domicile fixe, mais est-ce que vous avez des connaissances ou comment est-ce que vous avez réussi à décrire ce monde-là ? Alors, c'est un milieu que j'ai côtoyé quand j'étais plus jeune. Donc, c'est vraiment dans mes souvenirs que j'ai puisé un peu toute l'histoire. Je n'ai pas vraiment j'ai pas fait du tout même de recherche documentaire. C'est vraiment ce que j'avais pu observer, les gens que j'avais pu rencontrer. Donc, dans tous mes souvenirs que j'ai puisé cette histoire. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi Chinatown ?
Ah, pourquoi Chinatown? Alors, il y a des choses un peu mystérieuses quand on écrit un roman, notamment les noms des personnages, les noms des lieux. Chinatown, c'est sorti comme ça. En tout cas, l'intrigue se passe à Londres. Vous connaissez bien justement ce milieu-là à Londres. Et je pense que ça aurait été un petit peu différent. L'histoire s'est passée en France. On voit moins comme ça des adolescents fugueurs qui vivent dans la rue. On voit de très jeunes enfants avec leurs parents. Mais ça se passerait un peu autrement. Donc Londres, en tout cas, c'était justement pour coller à une forme de réalité que j'avais moi pu observer. Et Chinatown, je ne sais pas, je suppose que c'est la sonorité aussi du mot qui m'a plu. D'accord. Comment en êtes-vous arrivé à imaginer dans un jeu de télé-réalité cette pyramide des besoins humains? Alors là aussi, c'est pareil. L'idée a surgi comme ça très soudainement. J'avais un livre où j'avais ce schéma de la pyramide avec ses 5 niveaux. J'y ai repensé, je suis allée retrouver ce schéma et d'un coup, je me suis dit déjà que ça faisait une très bonne structure pour un livre, puisque ça faisait 5 niveaux, 5 paliers. Et j'avais aussi très envie, que c'était un livre que je destinais aux jeunes, aux adolescents, d'utiliser un peu des codes qui leur étaient familiers. Donc notamment la télé-réalité, ces étapes où il faut voter, éliminer des candidats. Et donc j'avais envie juste de prendre ces codes familiers pour essayer d'emmener l'histoire un petit peu plus loin, vers des thématiques qui sont peut-être pas traitées beaucoup en littérature, comme la vie dans la rue, et amener un peu le personnage principal et peut-être les lecteurs à s'interroger de plus en plus au fil des niveaux. D'accord. Et donc, est-ce que vous cherchiez vraiment l'identification? Parce qu'on peut, en tant que jeune, quand on lit ce livre, on ne peut pas s'identifier à Christopher, c'est pas possible. Est-ce que, à travers cette idée de télé-réalité et de jeu, vous avez voulu justement essayer de nous mettre dans l'histoire, ou plutôt de nous placer comme un spectateur ou comme... Alors, c'est une très bonne question, je crois qu'il y a les deux. Effectivement, je devais me douter que ça allait être difficile pour des adolescents de s'identifier à ce personnage marginal qui vit dans la rue, seul, et qui vit une aventure assez exceptionnelle. Donc effectivement, c'était une porte d'entrée pour justement qu'il y ait quand même toute une structure, tout un univers qui soit familier au lecteur. Et ensuite, vous aviez bien un deuxième point très intéressant que j'ai oublié, dites-moi. Il y avait... pardon. Oui, je voulais savoir si vous placiez plutôt le lecteur comme un spectateur. Ou, Oui, voilà, tout à fait. Et il y a effectivement aussi cette idée-là qui m'intéressait, c'est que notamment la fin qui parfois a pu dérouter certains lecteurs qui trouvaient qu'elle se termine un peu brutalement, c'était vraiment une volonté de ma part qu'il y ait un petit peu cette confusion entre le fait d'être lecteur ou spectateur, et qu'il y a dans la télé-réalité une certaine addiction. On veut à tout prix voir la suite, connaître la vie des candidats une fois qu'ils ont terminé de jouer, etc. Et donc il y a un petit peu effectivement ce jeu-là aussi sur le fait d'être spectateur, que peut-être à la fin Christopher lui décide de tout quitter, de ne plus jouer justement, et donc il peut laisser les spectateurs frustrés. Il ne leur donne pas à voir ce que les spectateurs attendaient à voir. Et donc il y a aussi peut-être chez les lecteurs cette envie chez moi de les placer comme spectateurs et en même temps de leur permettre de faire un pas de côté et d'être aussi lecteurs et de se faire leur propre histoire de tout ça. Ok, merci. Du coup, vous avez fait le choix d'une fin ouverte. Donc Oui. est-ce qu'une suite des aventures de Christopher est-elle envisageable? Alors pour l'instant non, j'ai pas du tout conçu cette histoire comme avec des épisodes ou des tomes. Donc pour l'instant il n'y a pas de suite. C'était vraiment une fin que je souhaitais effectivement ouverte pour laisser aux lecteurs leur imaginaire prendre le relais, se faire leur propre histoire. Donc c'est pas prévu de suite pour l'instant. D'accord. Il s'agit là d'un premier roman qui a été très remarqué et qui a remporté un vif succès auprès des jeunes et des professionnels. Est-ce que cela ne vous met pas trop la pression pour un autre livre? Là déjà, je suis très surprise, agréablement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre soit remarqué comme ça. Donc,
c'est quand même très stimulant. Ça encourage. Parce que vous savez, quand on écrit, on passe par des étapes de doute, de solitude. C'est pas évident de se tenir comme ça des mois à écrire une histoire sans savoir si ça va intéresser quelqu'un. Donc quand ce livre-là a rencontré un petit succès, je crois que ça m'a donné un petit peu confiance pour la suite. Donc c'est plutôt positif. Après la pression, on verra. Je suis en pleine écriture, donc quand je suis en pleine écriture, je sais justement de ne pas trop réfléchir à ça, de ne pas me mettre la pression. Est-ce que ce sera forcément différent, mais je dirais que pour l'instant, je savoure plutôt tout ce qui se passe autour de ce livre. C'est plutôt très agréable. D'accord. Moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. En fait, c'est à propos de de la pyramide des besoins humains, mais la théorie, en fait. Vous en pensez quoi? Pour vous, elle est vraie ou pas du tout? Alors déjà, je ne me suis pas du tout positionnée en tant que sociologue, par exemple, qui allait expliquer cette théorie dans le livre. Moi, je me saisis de cette théorie plus comme un auteur pour aller après la transformer, en faire autre chose. Là, en l'occurrence, je me suis amusée à me dire si jamais des producteurs de télévision étaient tombés sur cette pyramide et voulaient en faire un jeu, qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Donc, elle est un peu vulgarisée dans le jeu de cette pyramide. Puisque Maslow, quand il a conçu un peu, je ne suis pas du tout spécialiste, mais quand Maslow a mis cette théorie en place, c'était pas aussi figé, c'est-à-dire c'est pas il faut passer le premier niveau, si on l'a pas, on peut pas passer le deuxième niveau. On peut avoir certains besoins de tous les niveaux qui sont plus ou moins comblés. Donc là, ce côté un petit peu de suspense ou en tout cas un peu plus vulgarisé pour le jeu. D'accord, ouais. Donc vous n'êtes pas forcément partisane. Je suis ni pour ni contre, et surtout je cherche pas du tout à défendre une théorie dans ce livre, à dire que cette théorie est très bien ou pas bien. Moi je m'en sers pour réfléchir moi-même, pour tourner autour avec nos personnages et peut-être essayer de faire réfléchir les lecteurs. Donc je ne me positionne pas du tout en disant cette théorie c'est bien ou c'est pas bien, vous voyez. D'accord. Je pense qu'on peut utiliser cette théorie comme une base de réflexion, qu'il y a du très bon et puis peut-être d'autres choses qu'on peut remettre en cause. Mais moi, je ne cherche pas du tout à le dire et à en tirer des conclusions fixes dans mon livre. D'accord, merci. Pour parler un petit peu de la photo de la première de couverture, est-ce que c'est vous qui l'avez choisie ou est-ce que l'éditeur a eu un mot à dire et pourquoi cette photo? Alors, normalement, ça dépend un peu des maisons d'édition. En tout cas, un auteur choisit rarement la couverture de son livre. Pour la petite histoire, on m'en avait proposé une autre avant celle-là. C'était deux adolescentes qui se prenaient en photo, elles faisaient un selfie. Et cette couverture-là me plaisait pas du tout, parce que je reconnaissais pas mon personnage Christopher, l'ambiance de la rue. Donc j'ai un peu cherché, mais il y a des codes dans des codes à la fois graphiques et puis pour coller à une collection. Donc j'ai trouvé cette photo qui est d'un photographe américain qui s'appelle Bruce Davidson, qui est un photographe très connu et qui s'est fait connaître notamment en photographiant des marginaux. Donc pour moi, elle avait un sens, je la trouvais très belle et elle a été acceptée par la maison d'édition. Maintenant, si j'avais eu la liberté de choisir vraiment une couverture, je n'aurais pas mis de visage. Ça a été très difficile pour moi au début de m'habituer à avoir un visage sur mon livre, puisque tout mon travail d'auteur est de laisser libre cours à l'imaginaire du lecteur, de le susciter, mais ensuite qu'il y ait une liberté. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu, et je trouve que dans les collections pour adolescents, en ce moment, il y a beaucoup de visages, justement avec cette idée d'identification. Moi, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose. Mais voilà. Donc je me suis à la fois pliée aux contraintes de la maison d'édition et en même temps, ils m'ont laissé quand même une petite marge de liberté. D'accord, merci. Et justement, quels sont les échanges que vous entretenez avec votre éditeur? Alors, il y a plusieurs phases quand on écrit un livre, et donc plusieurs personnes avec qui on est en contact. Pour moi, il y a une longue phase, une grande phase, je dirais la phase la plus essentielle, ça a été l'écriture.
Et donc c'était avec mon éditrice, Geneviève Brisac, à qui j'avais envoyé un texte et qui a d'abord refusé, il m'a d'abord encouragé à continuer à écrire, mais qui n'allait pas publier.